Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. L'autonomie du Sahara occidental continue de diviser au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Une prolongation de 6 mois du mandat de la MINURSO a été votée par les membres du Conseil de sécurité dans ce conflit qui oppose le Front Polisario au Maroc. Fin de campagne électorale en Mauritanie, le pays se prépare pour l'élection présidentielle qui se tiendra ce samedi 22 juin. 6 candidats sont en lice pour tenter de succéder au président sortant, Mohamed Ould Abdelaziz, qui ne peut pas se présenter à ce scrutin. Et fin du monopole du gouvernement éthiopien dans les télécoms. Le Parlement a approuvé l'ouverture du secteur aux groupes internationaux, en commençant par l'ouverture du capital de la compagnie publique Ethio Telecom aux investisseurs locaux et étrangers. Mais tout d'abord, ce 21 juin marque le 18e vendredi de contestation en Algérie, une contestation populaire entamée depuis le 22 février 2019 pour réclamer un changement du système politique. Les manifestations ont débuté ce vendredi matin à Alger, aux abords de la Grande Poste, le point de ralliement habituel de ce mouvement de contestation hebdomadaire contre le régime. La police a déjà procédé à une vingtaine d'arrestations. Le mandat de la mission du maintien de la paix de l'ONU au Sahara occidental sera prolongé de 6 mois au lieu de 12, ce qui est le délai habituel. Ainsi en a décidé la majorité des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies dans ce conflit vieux de 4 décennies qui oppose le Maroc au Front Polisario. Cette nouvelle résolution pourrait être une source d'espoir. Cohen Camden. Lundi 17 juin à New York, 13 des 24 membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont appuyé l'adoption de la résolution 2486 qui proroge le mandat de la MINURSO au Sahara occidental pour une période de 6 mois, contrairement à la traditionnelle période de 12 mois. Après son adoption, plusieurs diplomates, parmi lesquels le diplomate ivoirien, ont qualifié le plan d'autonomie du Maroc de solution politique sérieuse et crédible au conflit du Sahara occidental, conflit qui perdure maintenant depuis 4 décennies entre le royaume chérifien et le Front Polisario. L'initiative d'autonomie élargie proposée par le Maroc, jugée crédible par les Nations Unies, apparaît à mon pays comme une voie pragmatique, réaliste et idéale susceptible de mener à une solution pérenne aux différends autour du Sahara occidental. La Côte d'Ivoire voudrait donc réitérer son ferme soutien à l'initiative de large autonomie au Sahara. En effet, selon ce projet proposé en 2007, les habitants du Sahara occidental disposeront d'un parlement et un gouvernement autonome, comparable au système de gouvernance espagnol. L'enseignement ou la gestion des affaires du Sahara reviendra à ce pouvoir autonome, alors que les affaires étrangères, la défense, la monnaie, la gendarmerie ou la douane resteront aux mains de Rabat. La résolution 2468-2019 des Nations Unies rentre dans le cadre d'un compromis entre le Maroc, qui revendique toujours une souveraineté prééminente sur le Sahara occidental, et le peuple sahraoui qui revendique l'autodétermination en vertu de la charte, puisque les concepts de dialogue pragmatique, réaliste, mutuellement avantageux sont consacrés par la résolution. Et d'autre part, il est vrai que le principe d'une autonomie ou d'une indépendance, l'indépendance n'est plus tellement adoptée par la résolution. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un adoucissement de ce postulat premier, mais cela ne permet pas de dire aujourd'hui que l'un des deux acteurs l'a complètement emporté, même si le Maroc est en train de marquer des points du point de vue diplomatique. Après l'échec de nombreuses résolutions et plans suggérés par divers organismes des Nations Unies pour résoudre le différend sur le Sahara occidental, cette nouvelle résolution est source de beaucoup d'espoir concernant la résolution du conflit sahraoui. Jour de silence ce vendredi 21 juin pour les 6 candidats en lice à l'élection présidentielle mauritanienne qui se tiendra ce samedi 22 juin. La campagne électorale s'est clôturée ce jeudi à minuit, une campagne qui s'est déroulée dans le calme, comme nous l'explique El Hadj Fall, le porte-parole de Biram Da Abeid, candidat anti-esclavagiste à l'élection présidentielle de la Mauritanie.
Cette campagne s'est déroulée de manière relativement correcte. On n'a pas eu de heurts physiques entre les différents candidats ou en tout cas entre les sympathisants des uns et des autres. Nous déplorons par contre le fait que le candidat sortant au pouvoir, qui est Razouani, utilise les moyens de l'État et de par la fonction qu'il occupe comme étant ministre de la Défense. Donc il a sillonné le pays avec tout de même les moyens de l'État. Maintenant, au-delà de ça, nous remercions plutôt la population mauritanienne qui a été très sage dans sa façon d'accompagner cette campagne électorale. En tout cas, nous concernant nous principalement les Biram Daoulabé. À chaque fois que notre dirigeant a invité la communauté mauritanienne lors de ces meetings, ils sont venus en masse, mais vraiment en masse à tel point que récemment, l'une des conseillers du président actuel a déploré que tous les moyens qu'ils ont mis n'ont pas pu empêcher la bonne tenue de notre meeting à Kaïdi. Et notons que le président mauritanien sortant, Mohamed Ould Abdelaziz, a déclaré que rien dans la Constitution ne l'empêchait de briguer, s'il le voulait, un autre mandat lors de futures élections. Il n'exclut donc pas de prochaines ambitions présidentielles. En Éthiopie, le Parlement a adopté le 14 juin un projet de loi portant sur l'ouverture des télécoms au secteur privé, un texte qui devrait permettre aux entreprises étrangères d'investir en Éthiopie, avec en ligne de front la société Ethio Telecom, propriété exclusive de l'État, qui devrait être scindée. Aïssa Toubari. Le marché des télécommunications en Éthiopie, l'un des derniers d'Afrique à fonctionner encore sous monopole de l'État à travers Ethio Telecom, va enfin s'ouvrir à la concurrence. Cette décision est présentée comme un projet du gouvernement dans l'optique non seulement de moderniser le secteur, mais également d'attirer davantage d'investissements. Nous essayons de céder aux investisseurs privés des participations dans certaines entreprises d'État. Ce n'est pas à cause d'un besoin de financement, mais parce que nous voulons moderniser le système lui-même. Lorsque des sociétés étrangères entreront dans le capital de ce type d'entreprise, elles apporteront certainement des technologies, du savoir-faire et des capacités de gestion. En Éthiopie, le taux de pénétration du mobile ne dépasse pas les 60%. Outre le segment voix, de nombreuses niches restent encore à explorer, notamment dans les segments du haut débit, du mobile money et d'autres services à forte valeur ajoutée. Le gouvernement estime qu'il est préférable que ce soit le secteur privé qui le gère, et dès lors que le secteur privé va donc le gérer dans le cadre d'une privatisation, deux problèmes principaux se posent. Un, à combien ils vont céder ce télécom au secteur privé? Et enfin, quand ça va faire des profits maintenant, la fixation des prix risque de complètement échapper au gouvernement. La vraie question, est-ce que ça va profiter réellement aux populations, notamment en termes de baisse des prix continue? L'économie éthiopienne est l'une des plus dynamiques d'Afrique, mais sa croissance a été principalement tirée jusqu'ici par les investissements publics dans les infrastructures. Une donne que veut changer le gouvernement en adoptant une loi portant libéralisation du secteur des télécommunications qui vise à rendre le pays plus attractif pour les investisseurs. La capitale libyenne, Tripoli, est le théâtre de violents affrontements, notamment depuis le début de l'offensive lancée par les troupes du maréchal Khalifa Haftar au début du mois d'avril 2019. Ces affrontements entre l'armée nationale libyenne et le gouvernement d'union nationale empêchent aux écoliers d'étudier, les écoles s'étant transformées en abris de fortune pour les déplacés. Philomène Diné. La guerre dans la capitale libyenne, Tripoli, a eu un impact dévastateur sur de nombreux enfants scolarisés. Selon le ministère de l'Éducation, près de 3000 écoliers dont les familles ont fui la capitale en raison des intenses combats peinent à étudier. Les écoles libyennes sont en mauvais état après des années de sous-financement causées par la guerre qui sévit depuis le renversement du dirigeant libyen Muammar Kadhafi en 2011. Pour être honnête, à cause de la période écoulée et des 2 derniers mois, il a été décidé par le ministre d'arrêter l'éducation dans certaines écoles, notamment dans les écoles de Tripoli, situées dans des zones touchées par la situation actuelle. Environ 120 000 enfants ne peuvent pas aller à l'école à cause de leur fermeture. Les autorités, aidées par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, ont organisé des cours supplémentaires pendant le Ramadan pour aider les enfants déplacés. Les examens auront lieu à la fin du mois de juin 2019.
Nous avons accueilli environ 370 enfants déplacés, mais nous espérons qu'après la fin de l'année scolaire, nous pourrons nous développer en ciblant bien sûr les lieux accueillant des personnes déplacées ou les enfants. Nous voulons continuer à nous développer. Il s'agissait d'un petit essai pour le mois dernier. Le plus important consistera en un plan plus vaste, couvrant tous les lieux, dans le but de faire en sorte que ces écoles reçoivent le plus grand nombre d'enfants possible. Cette guerre est née début avril 2019 de la volonté des forces fidèles au maréchal Khalifa Haftar de prendre le contrôle de la capitale Tripoli. Une guerre qui a ravagé les banlieues où l'ONU estime que 650 personnes ont été tuées et plus de 90 000 personnes déplacées. Dans le reste de l'actualité, la CAN 2019 débute ce vendredi 21 juin en Égypte. C'est la première fois que la compétition se déroulera en période estivale et avec 24 équipes. Et le match d'ouverture opposera l'Égypte, pays hôte, à la sélection du Zimbabwe. Le match débutera à 20h GMT. Et sachez que jusqu'au 19 juillet, Africa 24 vous propose une émission quotidienne sur la CAN 2019 animée par notre journaliste sportif José Douglas. Une émission spéciale à retrouver tous les jours à 10h GMT. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.